Un matin de juillet 1998, tout semblait parfait dans ce petit village endormi de l'Est de la France. Les rues étaient décorées de rubans blancs, la place principale embaumait le parfum des roses fraîchement cueillies. On s'apprêtait à vivre ce que tout le monde pensait être le plus beau jour de la vie d'Anne-Claire Delaunay, 27 ans, institutrice adorée de ses élèves et figure souriante du village. Les 78 invités prenaient place sur les bancs. Les premières notes de l'orgue se faisaient entendre. Mais au moment où les portes s'ouvrent, un silence étrange s'installe. La mariée n'apparaît pas. Au début, on pense à un simple retard. Un ourlet à reprendre, un voile à fixer. Mais les minutes passent. 5, 10, 20 minutes s'écoulent. Les regards se croisent, les murmures s'intensifient. Et puis, cette rumeur qui monte. Anne-Claire n'est plus dans la maison où elle se préparait. Ce qui devait être un jour de fête deviendra le début d'un mystère qui hantera le village pendant plus de 2 décennies. Une disparition au cœur d'un mariage, sans trace, sans explication. Jusqu'à ce qu'un objet retrouvé par hasard relance l'enquête 10 ans plus tard. Voici l'histoire de la mariée disparue. Samedi 18 juillet 1998. La maison Delaunay respire la fête, mais dans les murs, le silence a toujours son mot à dire. À l'étage, une chambre envahie de lumière. Sur la coiffeuse, une épingle à cheveux, un flacon de parfum presque vide, une feuille pliée en 2, vierge, comme si les mots n'avaient pas osé sortir. Depuis l'aube, Anne-Claire alterne entre gestes mécaniques et absence. Elle ouvre la fenêtre, laisse entrer l'odeur des tilleuls et le lointain brouhaha de la place du village. Ses doigts tracent de petits cercles invisibles sur la vitre. En bas, quelqu'un rit. Elle ne sourit pas. Pas encore. À 9h52, la sonnerie du téléphone coupe l'air comme une lame fine. Elle décroche, s'éloigne sur la pelouse. Personne ne la suit. Derrière elle, le rideau bouge lentement, comme si la chambre respirait à sa place. La conversation dure à peine 1 minute. Trop courte pour être banale, trop longue pour n'être rien. Quand elle revient, ses mains ne tiennent plus en place. Elle repose le combiné avec douceur, presque de la tendresse. Et elle dit ces mots que tout le monde a oubliés mais que Sophie n'a jamais pu chasser. Ça ira. 10h30. Les demoiselles d'honneur arrivent avec des éclats de voix qui sentent la laque et le sucre. On essaie la coiffure, on ajuste le voile. Mais dès qu'on détourne les yeux, Anne-Claire retourne vers la fenêtre, attire à elle l'air du dehors. Quelque chose l'appelle ou peut-être la retient. 2 fois, elle ouvre le tiroir du bureau. 2 fois, elle le referme. À l'intérieur, un pendentif en argent gravé, soigneusement enrubanné, qu'elle n'a pas encore mis. Pourquoi attendre? Personne ne pose la question, par pudeur, par superstition, par peur de recevoir une réponse différente de celle qu'on espère. 11h12. Le fiancé envoie un mot par l'intermédiaire d'un cousin, « Je t'attends devant l'église ». Elle hoche la tête, mais ne lit pas le papier. Elle le glisse dans la poche d'une veste posée là, comme si elle ne voulait pas que les mots touchent sa peau. Par prudence, Sophie ferme la fenêtre. À l'instant où le loquet se rabat, un courant d'air plus frais traverse la pièce, et tout le monde frissonne sans savoir pourquoi. La robe, suspendue, oscille très légèrement, comme en apesanteur. 11h40. Les voitures commencent à se ranger près de l'église. On appelle de la cour, c'est l'heure. Anne-Claire répond qu'elle arrive. C'est la dernière fois que plusieurs invités entendent sa voix. Douce. Assurée. Trop assurée, peut-être. Dans la chambre, tout est prêt. La robe a été repassée à la perfection. Les chaussures sont alignées comme 2 promesses. Le bouquet respire encore la rosée du matin. Et pourtant, il y a cette chose minuscule qui dérange, un détail que la caméra ne sait pas encore nommer. La certitude sourde d'un choix déjà fait. 11h56. 4 minutes avant le départ. La chambre respire, immobile. Puis,
Un bruit, presque rien, un grincement assourdi. Une porte? Une fenêtre? On ne saura jamais. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à midi, quand Claire monte la chercher, l'air a changé d'épaisseur. La lumière est la même, les objets sont les mêmes, mais quelqu'un a retiré une présence de la pièce, comme on retire une épingle et que tout tient quand même, par miracle, pendant une seconde, puis s'effondre. À cet instant précis, personne ne sait encore que ce vide sera plus lourd que toutes les présences réunies. Midi sonnait à l'église quand Claire, la cousine d'Anne-Claire, gravit l'escalier en vitesse. Le bois ancien craquait sous ses pas pressés. Elle se préparait à lancer une plaisanterie pour détendre la mariée. Mais la porte, entr'ouverte, la stoppa net. La chambre baignait dans la lumière dorée. Tout y était en ordre, figé, presque mis en scène. La robe, repassée à la perfection, attendait sur le lit. Les chaussures ivoires, bien parallèles, semblaient surveiller la porte. Le bouquet, encore perlé de rosée, embaumait l'air. Mais Anne-Claire n'était pas là. Sur la coiffeuse, un poudrier ouvert, un rouge à lèvres sans bouchon. À côté, la boîte du pendentif entr'ouverte, vide. Sur le rebord de la fenêtre, un gobelet à moitié plein d'eau, encore tiède. La fenêtre, entr'ouverte. Les rideaux se gonflaient et se dégonflaient doucement, comme une respiration lente. Claire s'est approchée, a jeté un coup d'œil dehors. Juste la cour ensoleillée et le vieux mur de pierre, pas de trace d'Anne-Claire. Tout, dans cette pièce, criait la préparation. Et rien, absolument rien, ne racontait le départ. Pas de chaises renversées, pas d'objets oubliés en désordre. Seulement ce vide étrange, et cette sensation, tenace, qu'elle avait quitté cet endroit de son plein gré, ou qu'on avait fait en sorte que tout y ressemble. Midi passé. L'église est pleine. Les invités, d'abord joyeux, commencent à échanger des regards. Le prêtre ajuste ses lunettes, vérifie sa montre. Marc, le fiancé, attend devant la porte, costume impeccable, sourire crispé. Il regarde l'allée, puis son téléphone. Rien. Dans la salle, les conversations deviennent des murmures. Une tante s'approche de la mère d'Anne-Claire, elle peut être en train de régler un détail. La mère hoche la tête, mais son regard trahit une inquiétude sourde. Marc envoie un message, puis un deuxième. Il appelle. Pas de réponse. Il commence à marcher en rond, puis s'arrête net. Il ne veut pas paniquer. Pas encore. À 12h20, Claire descend de la chambre. Elle s'approche de Marc, lui parle à voix basse. Il pâlit. Il monte à son tour. Il entre dans la chambre. Il voit la robe, les chaussures, le bouquet, mais pas Anne-Claire. Il reste figé. Puis il redescend. Il ne dit rien. Il s'assoit sur le banc devant l'église. Il regarde le sol. Il serre les poings. À 12h45, les parents d'Anne-Claire se réunissent à l'écart. Le père veut appeler la gendarmerie. La mère refuse. Pas maintenant. Attendons encore. Elle va arriver. Cette heure perdue, cette hésitation, ce refus de croire à l'impensable, c'est là que le mystère s'installe. C'est là que le silence devient suspect. À 13h10, Marc se lève. Il entre dans l'église. Il s'approche du prêtre. Il murmure quelque chose. Le prêtre baisse la tête. Il annonce que la cérémonie est reportée. Les invités se lèvent, lentement, comme dans un rêve. Certains pleurent. D'autres restent figés. À 13h30, la gendarmerie est enfin prévenue. Mais le temps a déjà fait son œuvre. Les premières heures, les plus précieuses, se sont écoulées dans le doute, dans le déni, dans l'attente. Ce n'est plus une absence. C'est une disparition. Et dans ce village où tout le monde se connaît, c'est le début d'un vertige. 13h45. 2 véhicules de gendarmerie se garent devant l'église. Les uniformes bleu marine tranchent avec les costumes et les robes colorées des invités. Les conversations s'interrompent. Les regards se tournent vers eux, comme si leur simple présence confirmait l'impensable. Le brigadier chef prend les premières déclarations. Dernière fois vu,
entre 10h et 10h15, sortant brièvement dans le jardin avec un téléphone. Aucun témoin ne l'a vu quitter la propriété. À 14h30, 2 équipes se forment. La première inspecte la maison, rien d'anormal, pas de signe de lutte. La seconde suit les chiens pisteurs. L'odeur d'Anne-Claire les mène à travers la cour, le potager, puis un sentier forestier. Après 800 mètres, la piste s'interrompt net au bord d'une départementale. Le bitume est chaud, désert. Un témoin affirme avoir vu, vers 11h, une voiture grise stationnée là, moteur allumé. Les gendarmes notent la plaque. Mais le témoin hésite, était-ce vraiment ce numéro? Ou un souvenir reconstruit par l'angoisse? Pendant ce temps, à l'église, les invités sont interrogés un à un. Certains se souviennent d'un homme inconnu, grand, veste sombre, observant la place depuis l'ombre d'un porche. D'autres jurent qu'il n'y avait personne. À 17h, le soleil décline. Les recherches s'étendent aux champs voisins, aux granges abandonnées. Des drones n'existent pas encore. On avance à pied, en ligne, scrutant chaque talus, chaque fossé. Rien. Pas un vêtement, pas un bijou, pas un téléphone. Comme si Anne-Claire s'était volatilisée entre 2 battements de cœur. À la tombée de la nuit, les gendarmes replient le dispositif. Le brigadier-chef promet de revenir à l'aube. Mais dans les yeux des habitants, une certitude s'installe. Quelque chose de grave s'est produit, et le temps joue contre eux. Les premières 48 heures d'une disparition sont cruciales. Dans le cas d'Anne-Claire, elles ont été englouties par l'attente, les recherches à l'aveugle et les hypothèses. Certains, dans le village, murmurent qu'elle aurait pu fuir. Une vie de couple trop vite engagée? Un doute de dernière minute? Une pression familiale trop forte? Mais ses proches balaient l'idée. Aucun signe, aucune confidence, aucun geste ne laissait présager un départ choisi. Elle avait réservé sa robe elle-même, choisi chaque fleur du bouquet, écrit ses vœux à la main. Rien ne collait. Un nom revient vite. Celui d'un ancien compagnon, connu pour sa jalousie. Il avait été vu dans le village 2 mois plus tôt, lors d'un enterrement. Il est interrogé. Son emploi du temps est vérifié. Alibi solide. Piste refermée. Reste la voiture grise aperçue près du sentier. Modèle courant, plaque incertaine. Les gendarmes interrogent garage et station-service. Aucun résultat. Le témoin, un retraité, dit avoir vu le véhicule à l'arrêt, moteur tournant, vers 11h. Mais il hésite sur la couleur exacte. Était-ce gris clair? Gris foncé? Bleu métallisé? Le souvenir se brouille. Plus discrète, une autre rumeur circule. Des tensions entre familles, vieilles histoires de terrain et d'héritage. Rien de concret, mais assez pour alimenter les conversations à voix basse. Un terrain disputé, une vente bloquée, une querelle ancienne entre le père d'Anne-Claire et un voisin. Mais aucun lien direct avec sa disparition. Juste des ombres. Des rancunes. Des silences. Un témoin affirme avoir vu, la veille du mariage, un inconnu rôder près de la maison. Description vague, grand, veste sombre, démarche lente. Aucun autre habitant ne confirme. Les gendarmes diffusent un appel à témoins. Aucun retour. Pas de signalement. Pas de recoupement. L'homme reste une ombre. Un gendarme, en privé, évoque une possibilité plus sombre. Et si Anne-Claire avait choisi de disparaître volontairement? De mettre fin à ses jours? Mais aucun élément ne vient étayer cette piste. Pas de lettres. Pas de traces. Pas de lieu. Au fil des jours, les hypothèses se multiplient, se contredisent, s'effondrent. Et plus elles s'effondrent, plus le mystère s'épaissit. Le brigadier-chef note dans son rapport, aucune piste solide. Aucun mobile établi. Disparition inexpliquée. Et dans le village, on commence à parler d'autre chose. On évite le sujet. On détourne les regards. Juillet 2008. 10 ans ont passé. Le village a changé. Les enfants ont grandi. Les visages ont vieilli.
Et le nom d'Anne-Claire ne circule plus que dans les souvenirs, jusqu'à ce jour. À 80 km du village, dans une brocante de campagne, un homme achète un petit lot d'objets. Parmi eux, un pendentif en argent, légèrement terni, gravé de 2 lettres, AC et M. Marc, le fiancé d'Anne-Claire, est prévenu par un ami. Il reconnaît immédiatement le bijou. C'est celui qui lui avait offert 2 semaines avant le mariage. Il n'en existe qu'un. Le vendeur indique qu'il a acheté à la veuve d'un ancien garde forestier, décédé l'année précédente. Elle vidait sa maison. Le pendentif était dans une boîte, avec d'autres objets sans valeur. Parmi les affaires du garde, un carnet. Page jaunie, écriture irrégulière. Des notes sur la météo, les oiseaux, les champignons. Et au milieu, une phrase étrange. La fille de l'église, l'étang des Saules, silence. L'étang des Saules est un lieu connu des anciens. À l'écart du village, entouré d'arbres penchés, souvent noyés dans la brume. Peu fréquenté. Trop calme. Trop profond. Les enquêteurs reprennent la piste. Ils interrogent la veuve. Elle dit que son mari parlait parfois d'une jeune femme, perdue dans les bois, mais qu'elle pensait à une histoire inventée. Le carnet mentionne plusieurs fois l'étang. Des dates. Des observations. Et cette phrase répétée 3 fois, comme une obsession. Elle est là. Les plongeurs sont appelés. Le 14 août 2008, ils sondent l'étang. Au noir. Végétation dense. Visibilité réduite. À 6 mètres de profondeur, ils trouvent un objet métallique. Puis un autre. Puis, quelque chose d'organique. Ce que les enquêteurs remontent ce jour-là ne sera jamais entièrement révélé. Mais les familles sont prévenues. Et le dossier, rouvert, ne sera jamais refermé. Le pendentif, retrouvé loin du village, aura été le déclencheur. 10 ans après, il aura brisé le silence. Et ramené à la surface ce que personne n'osait plus chercher. L'étang des Saules a rendu quelques secrets, mais pas tous. Les plongeurs sont repartis. Les scellés ont été posés. Et le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Le pendentif, lui, repose désormais dans une boîte scellée, au fond d'un tiroir de la gendarmerie. Personne ne sait s'il a vraiment appartenu à Anne-Claire jusqu'au bout, ou si quelqu'un a voulu qu'on le croie. Le carnet du garde forestier reste une énigme. Était-ce un aveu? Un délire? Ou le témoignage d'un homme qui savait, mais n'a jamais parlé? 10 ans de silence, brisé par un objet minuscule. Et après? Rien. Pas de coupable. Pas de procès. Juste des questions, et un étang qui garde pour lui ce qu'il a vu. Certains disent que, les soirs d'été, on peut voir une silhouette blanche au bord de l'eau. D'autres affirment que ce n'est qu'une histoire, pour que le village n'oublie pas. Et vous, que croyez-vous ?